Imaginez un peu la scène. Remporter le plus grand tournoi sportif de tout le continent. Hmm. Soulever le trophée sur la pelouse au milieu d'une foule en délire. Ressentir, tu vois, la sueur, l'épuisement et la gloire absolue. Et puis, badaboum! Ouais, le réveil brutal. Exactement. Le lendemain matin, se voir arracher ce même titre dans un bureau sans fenêtre à cause d'un obscur point de règlement. C'est vraiment le cauchemar de tout athlète, quoi. C'est clair. Et c'est le point de départ de notre plongée d'aujourd'hui. On va examiner un document qui décrit une véritable onde de choc dans le monde du football africain. Ça tourne autour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025, qui opposait le Sénégal au Maroc. Et franchement, les sources qu'on a devant nous sont tout simplement explosives. Avant de plonger dans toute cette mécanique, il est vraiment impératif d'établir un cadre strict pour notre discussion. Oui, c'est très important. Le texte qu'on analyse est d'une virulence assez rare. Il contient des accusations d'une gravité extrême. On parle de corruption systémique, de manipulation politique, carrément au sommet des institutions sportives. Du très lourd pour le coup. Voilà. Donc il faut que ce soit parfaitement clair pour tous ceux qui nous écoutent. Notre rôle ici, c'est pas du tout de valider ces affirmations ou de prendre parti. On observe une neutralité totale. On est juste là pour analyser, en fait. Exactement. Notre mission, c'est de décortiquer la rhétorique, la logique interne de l'argumentaire et la manière dont les faits sont perçus et présentés par l'auteur de ce réquisitoire, qui est particulièrement passionné. Ok, décortiquons tout ça. Le sport, c'est censé être le dernier sanctuaire de l'équité, non ? C'est l'idée qu'on s'en fait. L'idée romantique que, sur le rectangle vert, peu importe les origines ou la puissance économique d'un pays, les règles sont strictement les mêmes pour tous. Le talent et l'effort dictent la loi. Ouais. Mais le document qu'on a sous les yeux dépeint une réalité où ce sanctuaire a été brutalement profané. Le postulat de départ du texte est super simple. Les Lions de la Teranga, donc l'équipe du Sénégal, ont remporté la victoire sur le terrain. L'auteur utilise d'ailleurs une expression très forte. Il parle de la sueur des braves sur le gazon vert. C'est très poétique. Et puis la foudre frappe sous la forme d'un simple communiqué administratif. Et c'est vraiment le cœur de la fracture. La commission d'appel de la CAF, donc la Confédération africaine de football, rend une décision qui déclare le Sénégal perdant par forfait. Attends, forfait complet. Ouais. Le score officiel devient une victoire 3-0 en faveur du Maroc. Et c'est là qu'il faut se pencher sur la mécanique de cette décision. Le texte mentionne que cette annulation s'appuie sur les articles 82 et 84 du règlement de la compétition. Mais c'est justement là que les choses deviennent opaques pour le grand public, quoi. Que disent concrètement ces fameux articles 82 et 84 dans le contexte de ce document ? Alors, s'agit-il d'une tricherie avérée, genre du dopage ou l'utilisation d'un joueur suspendu ? Pas du tout. Le texte insiste lourdement sur la nature purement bureaucratique de l'infraction. Selon l'argumentaire de l'auteur, l'article 82 concerne les protocoles d'éligibilité documentaire. Ok. Et l'article 84 régit les délais stricts de soumission des dossiers administratifs et médicaux des joueurs. Donc on parle vraiment de paperasse. Voilà, c'est ça. La source affirme qu'il ne s'agit en aucun cas d'un joueur inéligible sur le fond ou d'une volonté de tricherie sportive, c'est juste une faille administrative mineure. Genre un formulaire soumis avec quelques minutes de retard ? Ou un tampon manquant sur un document annexe, tu vois le genre. Et l'auteur s'insurge contre le fait qu'une telle technicalité puisse effacer 90 minutes de domination athlétique incontestable. Mais attends, je me fais l'avocat du diable une seconde. Un règlement reste un règlement, non ? Si un athlète olympique mord la ligne de son couloir d'1 millimètre, il est disqualifié, même s'il court plus vite que tous les autres. Si la fédération sénégalaise a fait preuve de négligence administrative en ignorant ces fameux articles, n'est-il pas normal que la sanction prévue s'applique, même si elle est hyper sévère ? Ça, c'est l'argument juridique classique. Cependant, la source conteste non pas l'existence de la règle, mais sa proportionnalité. Et surtout, l'intentionnalité derrière son application. Ce qui est fascinant ici, c'est la dichotomie que l'auteur construit. C'est-à-dire ? D'un côté, il y a la légitimité du terrain, le vrai sport. Et de l'autre, ce qu'il nomme la mascarade administrative. Ah oui, la mascarade. Le texte dénonce une application chirurgicale et complètement malveillante du règlement. L'auteur explique que dans toute compétition de cette envergure, des dizaines d'irrégularités documentaires mineures sont tolérées, ou alors elles sont régularisées a posteriori. On ferme les yeux sur des petits trucs, quoi. Exactement. Mais ici, ces articles auraient été réveillés et instrumentalisés spécifiquement pour inverser le résultat de la finale. C'est ce que l'auteur appelle une jurisprudence de l'arbitraire. Et c'est là que mon analogie prend tout son sens pour bien imager la frustration décrite.
C'est comme si un athlète courait un marathon épuisant, franchissait la ligne d'arrivée en premier, recevait sa médaille d'or sur le podium devant tout le monde. Le moment de gloire absolue. Voilà. Et que le lendemain, des officiels venaient frapper à sa porte pour lui reprendre la médaille, non pas parce qu'il s'est dopé, mais parce que le logo sur ses chaussettes dépassait d'un demi-centimètre la taille réglementaire. C'est une super image. Le texte qualifie d'ailleurs la victoire marocaine de trophée de papier. L'idée est claire, une coupe gagnée dans les couloirs d'une institution n'a aucune valeur émotionnelle ou historique pour les fans. La sémantique utilisée est vraiment celle de la dépossession et du braquage. L'auteur parle d'un crime contre l'imaginaire collectif. C'est fort comme terme. Très fort. Mais il faut bien comprendre que si le récit s'arrêtait à la simple dénonciation d'un excès de zèle administratif, on serait face à un débat sportif super traditionnel. Ouais, le genre de controverse qui alimente les chroniques pendant un mois puis qui s'éteint. C'est ça. Sauf que ce document franchit un cap beaucoup plus radical. Il balaye l'idée d'une erreur ou d'une rigidité bureaucratique pour imposer carrément la thèse d'un complot institutionnel prémédité. Et si on suit la logique de l'auteur, une telle manipulation ne peut pas être le fait d'un simple secrétaire de commission un peu zélé. Ah ben non, pas du tout. Ça nécessite des ordres venus de tout en haut. Ce qui nous amène inévitablement aux personnalités directement ciblées par ce réquisitoire. Le texte pointe les plus hautes sphères de la FIFA et il s'attarde particulièrement sur son président, Patrice Motsepe. Et le traitement de son image dans ce document est assez vertigineux, pour le coup. Ouais, la trajectoire de Motsepe, telle qu'elle est narrée dans la source, ça ressemble à une tragédie de l'idéalisme déçu. C'est joliment dit. Le texte rappelle qu'il est arrivé à la tête de la CAF avec l'aura du réformateur providentiel. Un milliardaire sud-africain indépendant qui n'avait pas besoin de l'argent du football et qui devait assainir l'institution. Le chevalier blanc, en gros. Voilà. Pourtant, dans les lignes qu'on étudie, son héritage est décrit comme se dissolvant dans, et je cite, l'acide d'une complicité présumée. L'auteur l'associe très étroitement à Fouzi Lekja. Et lui, il est présenté comment? Il est présenté dans le texte comme la véritable éminence grise, l'architecte de l'ombre de la CAF qui défend des intérêts très, très particuliers. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On doit se poser une question fondamentale face à ce type de littérature. Sommes-nous simplement en train de lire la frustration classique et outrancière de supporters qui cherchent désespérément des boucs émissaires? C'est une bonne question. Parce que c'est toujours plus facile psychologiquement de blâmer une cabale secrète et des barons de l'influence plutôt que d'admettre une défaite, même administrative, tu vois. Tout à fait. Ou bien est-ce que le texte apporte de vrais éléments pour théoriser une véritable infiltration politique systémique? Eh bien, si on relie cela à la vue d'ensemble, la source s'efforce justement de dépasser la simple réaction épidermique. Elle construit une grille de lecture géopolitique globale. Comment ça se traduit dans le texte? Selon la narration de l'auteur, le Maroc aurait déployé des investissements étatiques et logistiques colossaux sur plusieurs années. On parle de la construction de stades ultramodernes, d'infrastructures de transport et d'un lobbying diplomatique vraiment intense. Tout ça pour s'assurer d'accueillir le tournoi? Oui, avec l'objectif non dissimulé de le remporter sur son propre sol. C'est une consécration qui leur échappe depuis très longtemps. Le texte affirme que, face à ce qu'il qualifie d'impuissance technique de l'équipe marocaine sur le terrain face aux Sénégalais, le retour sur investissement devait être garanti d'une autre manière. Ah, je vois. Et c'est là qu'interviendraient ces fameuses mains invisibles. Cette expression « mains invisibles », couplée aux mentions des suites feutrées, des hôtels de luxe, ça donne au texte une vraie tonalité de thriller politique. Absolument. L'auteur avance l'idée que le sport de très haut niveau n'est plus qu'une extension de la diplomatie d'État. Et il y a un passage particulièrement troublant où le texte relie cette finale de la CAN au contexte mondial. Oui, ce passage est marquant. L'auteur souligne l'absurdité de cette décision en rappelant qu'elle survient, je cite, « en plein chaos au Moyen-Orient ». C'est un lien inattendu, non? C'est une technique argumentative très habile en fait. En liant un événement purement sportif à l'instabilité géopolitique majeure du Moyen-Orient, l'auteur tente d'illustrer une théorie de l'écran de fumée. C'est-à-dire que les gens regardent ailleurs. Exactement. L'idée sous-jacente est que lorsque la communauté internationale et les médias mondiaux ont les yeux rivés sur des conflits réels et tragiques, les institutions secondaires comme les confédérations sportives profitent de cette inattention générale. Pour opérer des coups de force en toute impunité. C'est ça. C'est une forme de cynisme institutionnel que l'auteur dénonce. Profiter du chaos du monde pour régler des comptes dans les couloirs obscurs du football. On comprend mieux pourquoi ce type de récit possède un tel pouvoir d'attraction auprès du public. Oh oui, ça résonne.
Pour toute personne ayant déjà fait l'expérience d'un système bureaucratique froid, d'une administration qui écrase le bon sens et le mérite individuel sous le poids d'une règle obscure, cette histoire, c'est une métaphore universelle. Totalement. Le sport est décrit dans la source comme un vecteur de dignité. Quand ce langage universel est confisqué par ceux qui ont le pouvoir de plier les lois, le sentiment d'injustice devient insoutenable. C'est vraiment le mythe de l'artisan honnête écrasé par la grosse machine technocratique. Et cette rupture du contrat de confiance amène directement à la conclusion stratégique de l'auteur. Qui est Si le système est perçu non pas comme défaillant, mais comme intrinsèquement conçu pour favoriser certains acteurs au détriment des autres, alors faire appel selon les règles de ces mêmes systèmes, ça devient inutile. C'est l'impasse juridique totale. Tu peux pas gagner contre un casino truqué, quoi. C'est exactement ça. La seule réponse concevable pour le camp lésé bascule alors dans l'action radicale et la rupture diplomatique. C'est qui amorce le troisième acte de notre document, la rébellion ouverte du Sénégal et la menace d'une implosion pure et simple du football africain. La réaction face à ce forfait de 3-0, c'est pas de saisir le tribunal arbitral du sport dans l'immédiat, ou de publier un simple communiqué de protestation un peu tiède. Non, ça va bien plus loin. Le texte affirme que la Fédération sénégalaise de football annonce son retrait définitif et immédiat de la CAF. L'institution est même rebaptisée la Fédération maudite. Le message de Dakar, tel que relayé par la source, est super brutal. Ouais, le Sénégal refuse de jouer le rôle de bouc émissaire. Il rejette cette mascarade et affirme que, peu importe les registres officiels de la CAF, le titre appartient au peuple sénégalais. Un point, c'est tout. Il s'agit d'une véritable sécession, en fait. L'auteur analyse cet acte non pas comme un simple mouvement d'humeur, mais comme une reprise de souveraineté. Et cela soulève une question importante concernant la vulnérabilité structurelle de ces grandes confédérations sportives. Comment ça ? La CAF, comme toute instance dirigeante, elle tire son pouvoir et sa légitimité uniquement de l'adhésion volontaire de ses membres. Son modèle économique repose entièrement sur la valeur de ses compétitions. Qui elles-mêmes dépendent de la présence des meilleures équipes. Exactement. Alors, quelles sont les répercussions d'une telle sécession selon le texte ? On parle d'une des nations les plus puissantes du continent sur le plan footballistique. Là. Sans le Sénégal, les droits télévisés perdent de leur valeur, les sponsors commencent à poser des questions, non ? Exactement. Le document brandit la menace d'un effet domino complètement dévastateur. Le texte ne présente pas du tout le Sénégal comme un cas isolé. Mais plutôt comme un déclencheur. Voilà, le déclencheur d'une révolution continentale. L'auteur évoque des rumeurs persistantes de boycott solidaire, suggérant que jusqu'à 50 pays pourraient claquer la porte de l'institution. 50 pays, c'est énorme. Oui, le Sénégal est érigé en porte-étendard d'une Afrique qui refuse de courber l'échine. Et si cette prophétie se réalise, l'auteur avertit que la CAN ne sera plus qu'un tournoi fantôme, une simple coquille vide. Une compétition où les résultats dictés par l'agenda politique, plutôt que par l'incertitude du sport, n'intéresseront plus personne, quoi. C'est ça. Et c'est la destruction de l'essence même du sport, l'incertitude. Si la nation la plus influente dans les bureaux gagne systématiquement à la fin grâce à des circulaires ou des articles obscurs, pourquoi un diffuseur paierait des millions pour retransmettre le match ? Personne ne paierait pour du théâtre arrangé d'avance. Pourquoi un supporter achèterait un billet ? Face à ce constat d'une confédération qui, selon l'auteur, s'autodétruit, le texte opère un dernier mouvement rhétorique en enjambant la CAF pour interpeller l'échelon supérieur. Oui, l'auteur lui lance un ultimatum frontal à la FIFA. Il exige que l'instance mondiale du football sorte de sa zone de confort et vienne auditer de force les mécanismes de prise de décision de la CAF. C'est un appel à l'ingérence, carrément. La logique est implacable. Face à ce que la source considère comme une institution en faillite morale, la neutralité silencieuse de la FIFA est assimilée à une complicité directe. C'est qui ne dit mot consente, version sport mondiale. Voilà. Et le texte rappelle une réalité sociale assez poignante pour justifier cette demande. Le football n'est pas qu'un divertissement en Afrique. C'est souvent le seul exutoire pour des millions de personnes face aux crises politiques et économiques écrasantes. C'est vrai. Donc, laisser cet exutoire être corrompu, c'est voler le dernier espace d'espoir. En rassemblant toutes les pièces de ce puzzle, notre plongée dans ce dossier révèle vraiment la radiographie d'un conflit explosif. On a décortiqué comment une décision ancrée dans les articles 82 et 84 d'un règlement a été vécue et racontée, non pas comme un simple litige. Mais comme un véritable braquage institutionnel. C'est l'histoire d'un choc frontal entre l'idéal romantique du sport, la victoire par l'effort sur le terrain, et la réalité froide, et parfois très cynique, d'une bureaucratie capable d'effacer cette victoire d'un simple coup de tampon.
Tout à fait. Le document dresse le portrait d'une institution menacée d'implosion par ses propres contradictions et ses liens présumés avec des intérêts d'État. Mais il est fondamental de rappeler, à l'issue de cette analyse, que cette narration hyper saisissante, ça demeure la vision subjective, militante et profondément passionnée de la source étudiée. On ne le dira jamais assez. Ce texte est avant tout un outil de combat rhétorique. Mais au-delà de la véracité de chaque accusation spécifique, il a le mérite de mettre en lumière les failles structurelles et les immenses tensions géopolitiques qui traversent la gouvernance du sport moderne. Un monde où l'argent et l'influence politique pèsent parfois bien plus lourd qu'un simple ballon. C'est fascinant. Ce texte agit finalement comme un révélateur. Il nous force à regarder ce qui se passe dans l'ombre des projecteurs, là où le pouvoir ne porte pas de crampons, mais plutôt des costumes sur mesure. Et cette réflexion soulève une interrogation cruciale pour l'avenir. C'est une idée qui prolonge vraiment le constat de notre source. Je t'écoute. Si les compétitions sportives majeures deviennent d'immenses enjeux de soft power, liés à la souveraineté nationale et à des investissements étatiques colossaux, Ce qui est de plus en plus le cas, parce que les enjeux financiers et politiques sont devenus trop gros pour eux. exactement, face aux soupçons constants de conflits d'intérêts, faudra-t-il imaginer un jour la création d'une vraie Cour suprême internationale du sport? Waouh, une instance totalement au-dessus de tout ça. Oui, une instance totalement exogène, composée de magistrats n'ayant absolument aucun lien avec l'écosystème du football ou les États impliqués. Ils auraient le pouvoir exclusif de valider les résultats d'une compétition avant même que le trophée ne puisse être physiquement remis sur un podium. C'est fou d'y penser. C'est le jour de transformation radicale vers laquelle une crise de confiance d'une telle ampleur pourrait, un jour, nous pousser.